Alors, qu'est-ce qui, selon moi, met en péril aujourd'hui la possibilité de faire monde commun? Donc, effectivement, je me suis employée à essayer de répondre à cette question d'abord par écrit pour Diacritique. Et ce que j'ai dit pour commencer, c'était que cette question était très très difficile pour la raison suivante, qui est que les facteurs qui détruisent aujourd'hui la possibilité de partager un monde commun sont non seulement multiples, mais, je vais beaucoup plus loin, innombrables. Il y a tellement de facteurs qui nous empêchent d'avoir l'impression d'appartenir à un monde commun que la liste voilà, va être immense et on ne pourra pas répondre. Alors, si je veux éviter de dresser cette liste de catastrophes que tout le monde peut avoir plus ou moins en tête, il me faut donc choisir un prisme et essayer de nommer ce qui prioritairement nous menace. Alors, c'est ce qui va me permettre de revenir à quelque chose de très ancien, à savoir la constitution de la cité. Et pourquoi la constitution de la cité? Parce que c'est pour moi la première trace écrite de la notion de commun, à laquelle moi j'ai accès, hein, je ne parle pas en vrai, mais à laquelle nous ayons accès dans notre culture philosophique, à savoir le koinon, ce qui est commun. Pour Jean-Pierre Vernant, que vous connaissez peut-être, qui est un grand philosophe et helléniste, des plus grands spécialistes de la Grèce, la notion de commun, ou de koinon, est au fondement de la cité grecque. Je cite Vernant, page 7 de son ouvrage important, très populaire, qu'il a écrit pour un public large, Les origines de la pensée grecque, page 7. Il dit ceci: à la place du roi, il parle de l'anaxe du système palatial qui correspond à la civilisation mycénienne qui s'est effondrée, et il essaie de comprendre la cité sur le fond de l'effondrement de Mycène, de la civilisation mycénienne, qui était fondée sur le système palatial, sur un palais, et où tout reposait sur le secret. Donc à la place de l'anaxe du système palatial mycénien, dont la toute-puissance s'exerce sans contrôle, sans limite, dans le secret de son palais, la vie politique grecque, donc par contraste, se veut l'objet d'un débat public, et ça pour lui c'est une révolution, hein, il n'y a pas d'autre mot, de la part de citoyens définis comme des égaux, et dont l'État est l'affaire commune, donc en grec, koiné. C'est donc là il est en train de dire quelque chose qu'on connaît très bien en philosophie politique, et que les historiens, les collègues de Christophe Pébart connaissent par cœur, c'est l'isonomia, c'est-à-dire le fait d'être à égalité face à la loi, nomos, c'est l'isonomia de tous c'est l'égalité de tous face à la loi qui est constitutif du commun. Et là, ce qu'il a en tête, c'est l'égalité d'accès. Le fait que tous puissent accéder à la loi, puissent la lire, la connaître et en discuter. Du coup, nous partageons en commun et en public la cité. Et il a beaucoup écrit sur le fait qu'il était fondamental de comprendre que le nomos, la loi, était es meson, au milieu de la cité. Cette notion est centrale dans ses analyses. Et ce es meson, ce milieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui espace public, place publique, voilà. Je n'ai pas les mots forcément, mais il se comprend comme un milieu transparent et accessible aux yeux de tous. Et pour lui, c'est ça qui est au fondement de la démocratie. Le problème, et c'est pour ça que c'est un peu la base de ça qui fait qu'on a constitué un duo avec Christophe Pébart. Ce duo est né de son livre Athènes, l'autre démocratie, hein, donc aux éditions Passé Composé, qui est paru il y a 18 mois. Ça, Christophe Pébart, je trouve, le souligne très bien, c'est que cette insistance sur l'isonomia, qui est parfaitement légitime, ne doit pas nous faire oublier deux autres conditions, l'iségoria et la parésia. Donc, je restitue tes chapitres. Hein, donc, cette isonomia ne peut suffire, l'égalité d'accès, le fait que la loi s'applique à tous, etc. Il faut y ajouter l'iségoria, c'est-à-dire la capacité de tous à participer à la fabrication de la loi. C'est-à-dire la capacité de tous à parler, à prendre la parole pour peser sur la transformation de la loi. C'est pas la même chose de dire, par exemple, en santé, tout le monde doit avoir accès à la même loi, au même service public du fait de la loi, et une autre de dire tout le monde a le droit de délibérer sur la nature de cette loi et sur la nature des services publics. C'est quand même pas du tout la même chose. Et il y a une autre condition qui permet que cette iségoria soit légitime et qu'elle vienne
compléter l'isonomie, c'est la paresia, c'est-à-dire, c'est comme ça que Christophe l'interprète, c'est-à-dire le fait de considérer qu'a priori, tout le monde, et tout aussi, n'importe qui, est aussi légitime que l'autre pour essayer de saisir ce qui est bon pour tous et donc ce qui doit être dans la loi. Il n'y a pas de hiérarchie, a priori, face à cette fabrication de la loi, et donc on suppose que chacun, quand il parle, peut... Alors moi, ça m'évoque beaucoup l'attitude d'un tribunal, quand on essaie d'établir la vérité. N'importe qui peut faire basculer un procès, même s'il n'est pas diplômé, etc. On se dit que ce qu'il va raconter, on ne va pas dire bah, ça vaut moins que les gens qui sont diplômés, qui sont privilégiés, etc. Tout le monde a la capacité de contribuer à établir une vérité commune. Donc ça, c'est fondamental, parce que quand on a dit ça, et j'en viens à la réponse à votre question, c'est que notre République, elle, par contraste, elle se fonde aussi sur la chose commune, c'est une manière de traduire la res publica, elle se fonde bien sûr sur la détermination de l'intérêt général, l'intérêt commun, koinon, pardon, mais elle part du principe quand même, notre République, historiquement elle s'est constituée, elle part du principe que seuls les élus seraient compétents pour saisir l'intérêt général du peuple, lui-même jugé a priori incapable, par principe, de saisir ce qui est bon pour lui. Ce faisant, elle souscrit à une théorie de la connaissance et donc à une épistémologie qui se trouve être majoritaire dans toute l'histoire de la philosophie, c'est ce qu'on explique dans ce livre, depuis Platon. C'est une épistémologie antidémocratique selon laquelle saisir le commun supposerait de s'excepter de la diversité des perspectives qui traversent le corps social, avec toutes ses contradictions, etc., en vue d'atteindre une vérité transcendante, sorte de clé de voûte qui serait au-dessus de la mêlée et qui coïnciderait avec ce qu'on appelle souvent l'intérêt supérieur de la nation, que seuls les élus seraient à même de saisir. Pour moi, ce qui nous empêche de faire monde commun, c'est ce blocage épistémologique qui empêche la République de sortir des postulats du gouvernement représentatif, tels qu'ils ont été très bien rappelés par Bernard Manin, par exemple, entre autres, selon lequel le peuple donc, serait incapable de se gouverner lui-même. C'est ce blocage épistémologique qui fait obstacle à une République sociale et démocratique, ou démocratique et sociale, pourtant revendiquée depuis 1793 par notre Révolution française, et régulièrement reprise par les luttes sociales en France tout au long du XIXe siècle et jusqu'au CNR. Donc ça, c'est un premier problème. Aujourd'hui, la réflexion académique autour du commun porte essentiellement, dans le sillage de l'histoire du communisme et du marxisme, sur la question de la juste répartition des biens. Et surtout, sur la désignation de biens communs qui seraient inappropriables. L'adversaire à abattre, dans ses réflexions académiques, politiques majoritaires aujourd'hui sur le commun, c'est ici le capitalisme, bien sûr, dont la logique est de transformer toute réalité en une propriété exploitable sur le marché. Alors, que les choses soient claires, je partage sans réserve ce combat. Et d'ailleurs, je travaille avec des collègues qui s'illustrent dans ce travail et qui, pour moi, font un travail fondamental. Mais je crois qu'il faut absolument doubler ce combat d'une autre lutte, d'un autre front, qui est vraiment le parent pauvre, y compris dans le domaine politique et académique, celui qui consisterait à poser en principe la compétence de tous dans l'activité épistémique permettant de déterminer le bien commun. Et ça, c'est le fondement de la croyance en une délibération nécessaire, sinon on n'a pas besoin d'une délibération démocratique. Et ici, l'autre adversaire à abattre, c'est pour moi, comme pour Christophe Pébard, je pense, l'aristocratie élective, ou la prétendue aristocratie élective, celle qui ne passe plus par la naissance, mais par la compétence et la connaissance, ou l'accès à des données, et donc le niveau d'éducation. Or, en France, comme dans beaucoup d'autres sociétés, tout le monde est désormais obligé de constater la faillite de ce modèle. Les classes les plus diplômées ont conduit notre société dans un état de crise systémique, ce qui remet évidemment en cause à la fois leur nature d'aristoï, les meilleurs, qui est largement questionnée, mais aussi la légitimité des savoirs disciplinaires, des savoirs académiques, qui étaient considérés jusque-là comme les seuls légitimes. Un tel monde peut potentiellement conduire, moi c'est ce que je sens,
et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, à une guerre civile entre les moins diplômés, qui peuvent ne plus avoir aucune confiance, et à juste titre, dans les élites intellectuelles pour les diriger, puisque pour le dire brutalement, elles les auront conduits dans le mur, et d'autre part, les plus éduqués, qui se mettent de plus en plus clairement, à voix haute, à développer une véritable peur du peuple, ce que j'appelle une démophobie, stigmatisant systématiquement l'irrationalité du grand nombre, de la foule, des classes populaires, des réseaux sociaux, vous connaissez par cœur cette litanie, et vous y participez peut-être. Ça ne me choquerait pas, puisque moi-même, c'est ce que j'ai tendance à penser, puisque de toute façon, c'est très difficile de s'extirper de cette conviction que les gens sont aberrants, les gens pensent n'importe quoi, les gens font n'importe quoi, ce que j'appelle la démophobie. Dans une telle situation, les savoirs académiques se sont trouvés fragilisés, il faut le dire. Vous avez ici devant vous 3 représentants, de 3 professionnels de ces savoirs académiques. Je pense qu'on est assez lucide pour reconnaître qu'on s'est trouvé profondément fragilisé par cela, et on s'est trouvé incapable de résister à l'assaut de ce que j'appelle la plutocratie avec les Grecs, c'est-à-dire, non pas une aristocratie, mais un pouvoir des riches, plutoi, des ultra-riches, donc incapable de résister à l'assaut de la plutocratie qui s'est mis à transformer nos savoirs académiques en un ensemble de données, exploitables sur le marché, de data, en un ensemble de connaissances et de compétences, toutes convertibles en parts de marché, dans un environnement réputé, concurrentiel, marchand. Le capitalisme triomphant, pour finir, et la décomposition de l'aristocratie républicaine en sont venus finalement, on en est là aujourd'hui, à se soutenir l'un l'autre et à s'alimenter l'un l'autre. C'est ça qui est terrible. On est dans un moment où cette aristocratie républicaine se met à soutenir ceux qui la détruit, parce qu'elle-même s'est détruite par son blocage épistémologique qui la fonde. C'est la situation qu'on vit pour moi aujourd'hui et qui conduit à une forme de stasis, pour reparler le grec, permanente, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient la stasis, c'est un conflit permanent entre nous tous, dans lequel plus personne n'a l'impression de partager le même monde. Voilà, je pense que moi je propose ça plutôt que de désigner Twitter, Facebook et je ne sais qui comme le responsable de la fracturation de notre monde commun, parce qu'il me semble que c'est une réponse de très mauvaise foi. Voilà.